Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera, est encore le physique et le reflet du non visible. Et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire en fait d'un trône, c'est-à-dire qui tue ses élus. Mais il y a eu quand même un élu qui a réussi à s'asseoir, à épouser ce trône. Donc c'est une histoire qui est tirée du livre de Tobie. Et vous verrez que cette histoire en fait, comme je le dis, il n'y a rien de nouveau. C'est des histoires qui se sont produites dans cette réalité du visible. Même en cette époque, dans l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Si vous vous rappelez l'histoire, allez fouiller, vous allez voir. Alors, nous allons parler, nous allons donner quelques indices. Donc dans le livre de Tobie, au chapitre 6, le verset 14 nous dit, alors le titre c'est le projet de mariage. Alors Tobias répondit selon ce qui est écrit, les noms qui sont écrits, mais c'est l'histoire qui nous intéresse. Tobias répondit alors à Raphaël, parce que celui qui écrit, le scribe qui relate l'histoire, voilà, il utilise des noms qui lui semblent bons pour qu'il puisse raconter l'histoire, et il faudrait que l'histoire soit parfaite. Donc c'est comme un film. Alors, donc c'est un scénario. Alors Tobias répondit alors à Raphaël, Azaria, mon frère. J'ai entendu dire qu'elle a déjà été donnée 7 fois en mariage et que tous ses maris sont morts dans la chambre des noces, la nuit même où ils entraient auprès d'elle. Ils mouraient. Alors, j'ai entendu dire par certains que c'était un démon qui les tuait. Que se passe-t-il avec les premiers ministres de Ouattara? À peine nommé par le président Alassane Dramane Ouattara à la primature de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, qui a remplacé le défunt Ahmed Bakayoko, est hospitalisé en France, où il doit recevoir des soins médicaux. Le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire où le Premier ministre, Patrick Hachi, qui a quitté Abidjan, dans la soirée du 10 mai, s'est rendu en France pour recevoir des soins médicaux. Selon la presse ivoirienne, le chef du gouvernement a fait un malaise dans sa résidence du quartier Riviera Golf Beverly Hills d'Abidjan, le 8 mai. Patrick Hachi a été soigné dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pendant 48 heures, avant d'être transféré en France, sur instruction du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. C'est donc le 10 mai, dans la soirée, que le Premier ministre a regagné l'Hexagone pour des soins. Le chef du gouvernement a été accompagné par son épouse Florence et son médecin personnel. C'est le 11 mai que Patrick Hachi a été admis à l'hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Il y avait de quoi s'inquiéter d'autant que le chef du gouvernement souffrait de saignements intestinaux. Si le gouvernement ivoirien relativise et évoque un état de santé qui ne suscite pas d'inquiétude, c'est tout autre chez le citoyen lambda. En effet, Patrick Hachi avait été nommé Premier ministre le 26 mars. Le président Alassane Ouattara l'a nommé en remplacement de Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars, victime d'un cancer qu'il a emporté, après une hospitalisation de plusieurs semaines à Paris, avant son transfert en Allemagne, où le chef du gouvernement rendra l'âme. Un décès qui a choqué le monde entier. En effet, avant Ahmed Bakayoko, l'ancien Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, alors désigné par Alassane Ouattara pour être candidat à la présidentielle d'octobre 2020 s'en est allé. Lui aussi brusquement. Quelques jours après son retour d'un séjour médical de 2 mois en France, Gon Coulibaly est victime d'un arrêt cardiaque à Abidjan. La mort venait de frapper en plein cœur de la primature ivoirienne. Après lui, c'est Ahmed Bakayoko qui a péri. Pour le président Alassane Ouattara, et pour la Côte d'Ivoire, l'histoire se répète. Le 8 juillet dernier, Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre et dauphin désigné, mourait brutalement à Abidjan après avoir été victime d'un malaise en plein Conseil des ministres. Son remplaçant, Ahmed Bakayoko, pressenti pour le remplacer, vient de subir le même sort, 8 mois seulement après. En Afrique, on fait très vite de tirer l'analyse scientifique vers un mystère propre aux civilisations africaines. Aussi surprenante que ces disparitions successives puissent paraître, il y a tout de même lieu de se poser la question de savoir, au regard des raisons médicales avancées, s'il ne faudrait pas exorciser ce poste de Premier ministre avant de nommer son prochain occupant. Pour les indiscrets, et la plupart issus de cette position opposante au régime au pouvoir en Côte d'Ivoire, tout est parti de la volonté illégale du chef de l'État Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat au forceps de la nouvelle constitution qui,
pourtant le lui interdisait. Dieu n'aime pas certaines injustices, déclare Kouassi, un résident ivoirien qui s'affiche du PDC, parti de l'opposition. Il y a certaines injustices qui font réagir Dieu en même temps. Il ne te tue pas, mais te parle à travers des événements autour de toi. Si Ouattara est conscient et responsable, il faut qu'il tire les conséquences de ce qui se passe. Sinon, la sanction divine sera toujours là. Pour Kouassi, comme pour plusieurs jeunes Ivoiriens ayant trouvé refuge au Togo, depuis la dernière présidentielle d'octobre 2020, craignant les représailles du régime, le poste de Premier ministre subit les foudres célestes dues au refus du président Ouattara de quitter le pouvoir. Et pour eux, ces décès successifs ne sont que la preuve qu'il existe un mal profond, un mystère qu'il faudra exorciser à travers des rituels entre pouvoir, opposition et garant des us et coutumes du pays. Cette analyse, même si elle semble tirée par les cheveux, ne manque pas de pertinence. Car, face aux raisons médicales avancées pour justifier les décès des premiers ministres ivoiriens, il y a lieu de s'interroger sur les influences du mystique sur le quotidien des populations. Avec ce lourd passé fait de croyances mystiques et de pratiques ancestrales séculaires, l'élite africaine s'est forgée une identité métissée par la civilisation occidentale. Mais le constat est que, ce métissage, encore tributaire des croyances et pratiques mystiques africaines, ne devrait pas cacher l'idée selon laquelle, le monde est gouverné par des forces dont le scientifique ne saurait expliquer. Ce qui est sûr, plusieurs politiques en sont conscients. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils réservent une place importante aux cérémonies et libations populaires, en présence des chefs coutumiers. On se rappelle en 2017 au Togo, le gouvernement avait organisé pendant une semaine des cérémonies de purification pour promouvoir l'esprit d'apaisement et de tolérance. Ces cérémonies, selon les organisateurs, étaient destinées à purifier le pays après les violences politiques commises dans l'histoire récente du pays, notamment en 2005. Elles avaient connu l'implication des églises catholiques et évangéliques, de l'Union musulmane et des chefs traditionnels du pays. Et si, la Côte d'Ivoire s'en inspirait ? Alors le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel. Tout burn-out, ça veut dire se consumer, c'est voilà, un épuisement des ressources personnelles. Les personnes, c'est comme si elles disjonctaient tout d'un coup, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de jus, c'est terminé. C'est quelque chose qui s'installe de manière assez pernicieuse, voilà, petit à petit. Le processus, il suit plusieurs phases. Il y a une première phase où il y a une suractivité, donc la personne, elle se fatigue, mais elle récupère. Elle travaille beaucoup, mais c'est ok, ça passe. La deuxième phase, c'est vraiment un sentiment de toute puissance. La personne, elle fait des sacrifices, notamment dans sa vie privée, mais sans en prendre conscience et de manière plutôt optimiste. La troisième étape, c'est la frénésie. Alors là, il y a une rupture. La victime, elle travaille sans relâche. Elle est convaincue qu'elle est obligée de travailler. Elle le fait, mais par contre, cette fois, il n'y a plus de plaisir. Et elle a la certitude d'être enchaînée, plutôt. Et là, elle passe en pilote automatique et elle s'isole. Et puis, la quatrième phase, c'est l'effondrement. Épuisées, les victimes d'un burn-out, elles peuvent ne plus se lever. Voilà, un matin, c'est terminé, il n'y a plus de jus. Les conséquences après le burn-out, c'est que les personnes ne peuvent plus travailler. Donc il y a un arrêt de travail, elles peuvent dormir pendant 3 mois. Voilà, le retour après un burn-out est long. De la même manière que la maladie s'installe de manière pernicieuse, la sortie, elle va être progressive. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça va être une expérience finalement positive, qui vont s'interroger sur le sens de leur vie, le sens du travail, etc. et qui vont en profiter pour changer de travail, avoir un travail plus en accord avec leurs valeurs. Et puis par contre, il y a des gens pour qui ça ne va pas être le cas. La faute, elle est conjointe et au travail et aux travailleurs. Voilà, souvent, les personnes qui sont victimes d'un burn-out ont un profil un petit peu similaire.
c'est souvent des personnes qui sont extrêmement engagées dans leur travail, qui se donnent corps et âme. Voilà, c'est quelqu'un qui est déterminé, pour qui le travail passe avant tout, parfois parce que la vie personnelle est moins enrichissante. Parfois, c'est aussi des personnes plutôt autoritaires ou qui pensent que elles sont les seules capables de bien faire leur travail. Mais très souvent, elles ont des schémas cognitifs qui sont, c'est pas des schémas qui sont pathologiques, mais des schémas qui sont des schémas de pensée qui sont qu'elles ont des attentes élevées à l'égard des autres, des attentes élevées à l'égard d'elles-mêmes. Elles ont une mauvaise perception de ce qu'est un bon travail. Et souvent, elles ont un faible sentiment d'appartenance. Et tous ces facteurs vont faire que la personne sera plus sensible au burn-out. Alors, on peut l'éviter en prenant soin de soi, en faisant attention aux signes avant-coureurs du burn-out. Si par exemple, après un week-end ou après des vacances qui ont été reposantes, on n'est pas reposé, on est toujours fatigué, là c'est un signe que peut-être il faut se faire dépister. Il faut remettre le travail à sa place, c'est-à-dire se dire que ce n'est qu'un travail, et qu'il y a autre chose dans la vie. Faire du sport et puis consulter, en parler à son chef, en parler à son entreprise, éventuellement démissionner. Alors, ce qu'il faudrait améliorer, c'est le travail en général et voilà, en fait, les gens qui subissent un burn-out souvent sont en manque de reconnaissance. Elles sont souvent isolées. En fait, de plus en plus, on isole les salariés entre eux, on les évalue. Il y a de moins en moins de coopération, de soutien. Les gens sont soumis à des changements assez réguliers, etc. Et tout ça, ça perturbe le salarié et le travailleur. Donc, il faudrait améliorer l'organisation du travail d'une manière générale. C'est possible à tout âge. Il y a 10% des enseignants qui sont en burn-out dans leurs 2 premières années d'enseignement. Et puis, c'est observé chez des travailleurs en milieu de carrière ou en fin de carrière. Parce que c'est un épuisement, donc c'est petit à petit, on se fatigue. On a parlé de cas de burn-out parental, voilà, où c'est des mères et des pères qui sont épuisés par la vie familiale avec les enfants. Après, le burn-out, c'est pas une maladie au contour bien défini, donc ce qui fait que c'est utilisé un petit peu à toutes les sauces. Voilà, on parle de burn-out chez les étudiants, de burn-out chez les demandeurs d'emploi. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un burn-out, mais effectivement, on commence à observer le burn-out en dehors du travail, ou en tout cas des symptômes qui ressemblent à ceux du burn-out en dehors du travail. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr. Bonjour, vous avez sans doute déjà entendu parler de syndrome de fatigue chronique. C'est un phénomène qui est très fréquent dans notre société. Alors, il est connu quand il atteint des états paroxysmiques, c'est ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement total. Il est très fréquent au sens où c'est quelque chose qui touche énormément de personnes à des degrés divers. C'est aussi quelque chose qui est très peu compréhensible et quelque part souvent bien rejeté. Pourquoi ?
Parce que ce syndrome de fatigue chronique, quand il touche une personne, eh bien, il met en péril l'idéologie du volontarisme. C'est-à-dire que nous sommes dans une société volontariste, hein, avec pour maxime, quand on veut, on peut. Donc donne-toi les moyens qui fonctionnent au mérite. Tu mérites ou tu ne mérites pas. Si tu fais des efforts, eh bien, tu mériteras une récompense. Et si tu ne fais pas d'efforts, tu ne mérites pas de récompense. Et donc, dès lors, il est très facile de classer des personnes qui sont en épuisement chronique comme simplement des personnes qui ne font pas d'efforts. Et donc, qui méritent bien ce qu'elles vivent ou qui ne méritent pas une récompense en rapport. Alors bon, cette idéologie du mérite et de l'effort, c'est une idéologie qui pour moi est nauséabonde et qui ne correspond absolument pas aux lois de Dieu. Mais hormis ça, c'est surtout une idéologie qui conduit finalement à une marginalisation, une incompréhension profonde des personnes qui vivent ce syndrome. Alors je vais essayer de faire une série de vidéos, de plusieurs vidéos relativement courtes et simples. D'abord, pour explorer eh bien, les conditions qui peuvent amener à ce phénomène de fatigue chronique. C'est-à-dire les deux voies principales, les deux histoires de vie, les deux conditions physiologiques qui vont nous permettre de comprendre pourquoi une personne peut développer ce syndrome de fatigue chronique. Ensuite, eh bien, on verra simplement comment essayer de répondre au mieux à ce syndrome et comment essayer de sortir de cette situation. Sortir de cette situation non pas en masquant les phénomènes, en niant les phénomènes, non pas en stimulant encore et encore quelqu'un qui est épuisé, mais plutôt en opérant une véritable régénération de toute la sphère nerveuse, une régénération de tout ce qui va permettre ensuite eh bien, de récupérer cette énergie. Et on verra que ça ne s'intéresse pas que aux organes directement concernés. Voilà, vous verrez, ça tournera beaucoup autour des glandes surrénales, mais que ça va concerner le corps en son entier, qu'il y a énormément de parties, de systèmes du corps qui vont être impliqués. Aujourd'hui, je voulais commencer avec ce que j'ai appelé la piste intestinale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette piste intestinale? Il a été remarqué très fréquemment, quand on regarde un petit peu des études, et ça ne va pas vous surprendre, que le syndrome de fatigue chronique est très très souvent corrélé au syndrome IBS, Irritable Bowel Syndrome, donc syndrome de l'intestin irritable. Et ça, c'est un phénomène qui est relativement encore peu connu et peu étudié. Quand on pense fatigue chronique, on dit oui, c'est parce qu'il ne se repose pas assez. C'est malheureusement très peu le cas finalement. Et la majorité, une grande partie en tout cas des cas, répond plutôt à cette piste intestinale que je vais vous présenter. Que se passe-t-il au cours de la vie d'un individu? Un individu naît avec un état des tissus. Alors quand on parle d'état des tissus, d'état inflammatoire des tissus, on va parler avant tout eh bien, de l'état minéral, du contenu minéral de chaque tissu muqueuse de l'organisme. Ce contenu minéral, cet état des tissus, eh bien, il est dépendant de ce qu'il va recevoir, ce qu'il aura reçu à sa naissance et sa capacité à le renourrir par la suite. Mais on sait qu'on est bien déterminé par la quantité de minéraux, le pool minéral que l'on reçoit à sa naissance de ses parents. Si nous avons des parents déjà déminéralisés, faibles, enflammés, particulièrement au niveau de la paroi intestinale, de la muqueuse des intestins, qu'est-ce qui se passe? L'enfant obligatoirement démarrera la vie avec une paroi qui sera amoindrie, affaiblie, qui sera beaucoup plus facilement enflammable si elle n'est pas déjà enflammée. Deuxièmement, l'enfant hérite du biote intestinal de sa mère. Alors qu'est-ce que c'est que le biote intestinal? C'est un ensemble de bactéries, de micro-organismes dont le rôle est de faire passer littéralement les nutriments du milieu extérieur. Alors le milieu extérieur, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est véhiculé par les intestins, c'est tout ce qui passe au travers des intestins. Donc passer du milieu extérieur au milieu intérieur, c'est-à-dire le monde du sang, de la lymphe et des cellules. Eh bien, ce passage-là se fait par l'intermédiaire, un petit peu comme si on jouait au rugby d'une certaine manière. Il se fait par l'intermédiaire de tout un ensemble de bactéries, de levures, qui constitue ce qu'on appelle le biote intestinal, qui est bien plus important. Le nombre de microbes et de bactéries dans nos intestins est bien plus important. Je crois que c'est un ordre de 10 fois supérieur au nombre de cellules dans le corps humain dans son entier. Donc vous vous rendez compte de ce pool qu'il y a dans les intestins. Que se passe-t-il assez régulièrement dans notre société? Eh bien, on démarre avec un capital qui, génération après génération, est relativement de plus en plus faible. Pourquoi? Parce que la déminéralisation va de plus en plus fort, parce que le biote intestinal est de plus en plus lésé, transformé, amoindri par les modifications radicales de notre régime alimentaire, radicales, rapides et délétères qui sont apparues durant les 50-100 dernières années. Un enfant démarre donc avec une capacité
une capacité qui est amoindrie par rapport à ses grands-parents, encore amoindrie par rapport à ses arrière-grands-parents. Et puis très rapidement au cours de sa vie, s'il a de la chance, il est nourri avec du lait maternel, donc là tout va bien. Et ensuite, très rapidement, eh bien, on va diversifier. Quand on va diversifier, la catastrophe commence. On va déverser dans ses intestins, quotidiennement, à longueur de journée, des aliments qui vont être agressifs, qui sont dits acidifiants. Et cette acidification, elle va venir agresser la paroi intestinale, créant un état inflammatoire. Cet état inflammatoire, il se traduit surtout par un déséquilibre du biote intestinal. Deuxième phénomène qui apparaît corrélé, non seulement il consomme des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui sont acidifiants, et surtout, il consomme des aliments qui sont des cols. Tous les amidons, toutes les céréales qui sont une part prépondérante de notre alimentation. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la culture du fruit, on a oublié que nous sommes des mangeurs de fruits par excellence et que notre aliment physiologique normal est le fruit, et on s'est tourné vers la céréale. On a construit des civilisations entières vers la céréale. Et ces céréales, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles contiennent de l'amidon. Elles contiennent des sucres complexes qui sont des véritables cols qui vont venir se coller à la paroi des intestins. Cette colle qui se colle à la paroi des intestins, elle entrave le bon fonctionnement intestinal, elle déséquilibre le biote intestinal. Automatiquement, le corps développe un mécanisme de régulation pour répondre à cette dysbiose, pour répondre à cet état finalement de congestion, de colmatation des intestins. Les intestins doivent être utilisés à la fois en assimilation et en élimination. Il n'est pas possible d'avoir de la colle le long de ces intestins. Et donc on voit se développer une réponse adaptée du corps. Cette réponse adaptée du corps, eh bien, c'est la prolifération particulièrement de champignons, particulièrement d'un champignon en particulier, d'une classe de champignons en particulier qu'on appelle les candidats albicans. Les candidats albicans sont là pour résoudre ce problème de dépôt de colle le long des intestins. Ces candidats albicans, ils mangent effectivement ces cols, mais le problème c'est qu'ils ont aussi des rejets. Et ils rejettent principalement de l'acide urique et de l'acide sulfurique. Acides qui sont relâchés directement au contact de la muqueuse intestinale. Et qu'est-ce qui se passe? Inflammation, inflammation, plus. Donc, aliments acidifiants qui vont venir enflammer la muqueuse et qui vont venir surtout pomper littéralement les minéraux de la muqueuse pour être équilibré, parce qu'un minéral va équilibrer un acide pour former un produit neutre. Rejet acide urique, acide sulfurique lié au candidat albicans présent dans les intestins, agression des deux côtés. Au bout de quelques années de ce traitement, que se passe-t-il? Eh bien, il commence à y avoir un phénomène qui est dit en anglais, si vous allez chercher des renseignements, leaky gut syndrome. Leaky gut, ça veut dire intestin troué, qui fuit. Un intestin qui fuit. Qu'est-ce que c'est qu'un intestin qui fuit? C'est le phénomène qui a été mis en valeur par le professeur Jean Seignalé, qui a été l'un des premiers à le formaliser, qu'on appelle le syndrome d'hyperperméabilité intestinale. J'aime bien le terme anglais de leaky gut, c'est-à-dire la fuite dans les intestins. Ces intestins, normalement, c'est un tuyau, un conduit, dans lequel les aliments vont passer, et il n'y a que le propre à la consommation humaine qui va passer dans le milieu intérieur. C'est tout le rôle du biote intestinal, c'est tout le rôle de la membrane intestinale, qui est à la fois un filtre mécanique, qui est surtout un filtre microbien. C'est son rôle que de séparer le bon du mauvais et de permettre l'assimilation du bon et de bloquer l'entrée du mauvais dans le corps humain. Et on va voir apparaître à force d'inflammation, à force d'agression, un phénomène donc de fuite. Qu'est-ce qui va fuir? C'est qu'il y a des produits qui ne devaient pas passer dans le milieu intérieur qui vont commencer à passer. Et c'est pas pour rien que finalement on voit apparaître chaque fois qu'il y a un syndrome de l'intestin irritable. Alors quand on dit syndrome de l'intestin irritable, quand on dit syndrome inflammatoire des intestins, quand on dit hyperperméabilité intestinale, quand on dit candidose, puisque la candidose conduit immanquablement à ça, quand on dit aussi maladie de Crohn, quand on dit colite diverse, on dit exactement la même chose. C'est juste différentes expressions, différents regards liés à des personnes, liés à des histoires particulières, liés aussi à des portions. Si c'est une maladie de Crohn, bon, ça va être plutôt une inflammation au niveau du haut de l'intestin grêle. Si c'est une rectocolite, ça va être plutôt le côlon. Peu importe, l'ensemble est enflammé. Mais tout ça, ça répond exactement à la même situation, au même topo, au même tableau. Ce tableau, c'est agression
et phénomène de passage de produits qui n'étaient pas prévus. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ce cas-là? Eh bien, on va voir automatiquement dans le corps augmenter la quantité de cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines, ce sont des petits marqueurs pour le système immunitaire qui indiquent que finalement, il y a des produits qui doivent être ciblés et éliminés par le système immunitaire. Alors, ça n'a rien d'étonnant. Effectivement, il y a des produits anormaux qui passent dans la circulation, qui passent dans le sang et dans la lymphe. Automatiquement, ils sont marqués pour que le système immunitaire puisse aller les supprimer. Voir le taux de cytokines dans le corps humain augmenter alors qu'il y a un phénomène de perméabilité intestinale est juste normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système immunitaire, donc tout le système immunitaire, c'est-à-dire tout le système éliminatif du corps, le système aussi qui va lutter contre l'inflammation, qui est avant tout le système lymphatique, et pas qui va lutter contre l'inflammation, mais qui va lutter contre l'agression de ces agents étrangers, eh bien tout ce système va se mettre en branle. Ce système se met en branle au travers de multiples réactions qui impliquent le système nerveux autonome, parce que où le corps va puiser de l'énergie pour réaliser tous ces phénomènes d'élimination, tous ces phénomènes de traitement des déchets, dans le système nerveux autonome. Il s'ensuit automatiquement une sollicitation, une sursollicitation et surtout une sollicitation permanente du système nerveux autonome. Imaginez que ce système nerveux autonome est tout le système immunitaire du corps qui normalement, eh bien finalement, n'est activé que dans des situations ponctuelles dans lesquelles finalement un agent étranger anormal rentre dans le corps et doit être éliminé. Eh bien ce système va être utilisé de façon chronique, va être stimulé, on va lui demander son action de façon chronique. Or ce système immunitaire, il demande de l'énergie pour son fonctionnement. Il va s'en suivre que la personne va être dans un état d'immunodéfense permanent, d'activation du système immunitaire permanent, ce qui va impacter fortement tout son système nerveux et va venir puiser énormément d'énergie dans le système nerveux autonome. Système nerveux autonome, et plus particulièrement, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les deux systèmes nerveux. Dans ce système nerveux autonome, il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est le système nerveux finalement qui a à voir avec tous les phénomènes de lutte ou fuite, de réaction vive. Alors que le système parasympathique a quelque chose à voir avec le système calme, contact, relaxation, anabolisme. Alors que l'autre système a plutôt à voir avec des phénomènes de catabolisme, de destruction. Et ce système nerveux sympathique, donc, qui va être extrêmement sollicité pour répondre à cette demande permanente de lutte contre des agents étrangers qui ne devaient pas rentrer, fonctionne en plus grande partie sur un neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline, produite par les glandes surrénales. Il va s'en suivre donc automatiquement une sursollicitation de la sphère surrénalienne. Vous comprenez un petit peu le tableau? Finalement, il y a en permanence des produits anormaux qui passent dans la circulation. Alors quand je dis en permanence, c'est vraiment en permanence. C'est pas simplement au moment des repas, c'est tout le temps. Parce que les aliments, ils circulent, ils mettent du temps pour circuler le long de nos intestins. Entre le moment de l'ingestion et le moment où ça sort dans les toilettes, selon les personnes, c'est, allez, au minimum 12-14 heures, c'est 18 heures, pour certains c'est 3 jours, pour certains c'est 10 jours, et là ça devient vraiment catastrophique, mais on va dire en moyenne 16 heures, c'est une moyenne 16-18 heures pour quelqu'un qui a un transit assez rapide, eh bien c'est une moyenne tout à fait normale. C'est-à-dire que ça va être en permanence des aliments qui vont être véhiculés par le côlon et les intestins, et dans lequel finalement il va y avoir passage de matériaux inappropriés, que vous dormiez, que vous mangiez, que vous vous agitiez, il va y avoir passage inapproprié, et donc il va y avoir en permanence stimulation, demande, sollicitation du système immunitaire, de tout ce système immunitaire qui est en plus grande partie le système éliminatif. Vous comprenez que ce système lutte ou fuite, ce système nerveux sympathique qui est sollicité en permanence, va avoir un impact direct sur l'état nerveux de la personne et sur la quantité d'énergie. Quand le système a encore beaucoup de réserves d'énergie, la réaction immunitaire va pouvoir avoir lieu. Et donc elle va avoir lieu et l'individu va être dans une forme de stress permanent, non pas un stress lié aux sollicitations de son environnement au sens nerveux, c'est pas parce que quelqu'un va le harceler, la personne elle peut être tranquillement assise chez elle, mais il va y avoir un stress, elle est assise dans son fauteuil, il y aura un stress permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits anormaux qui passent dans l'organisme, que ces produits sont marqués de cytokines qui vont dire au système immunitaire, attention, élément étranger, tu dois
tu dois agir. Et donc, il s'ensuit finalement un épuisement permanent de la personne, alors bien même qu'elle ne fait pas d'action qui pourrait conduire à un épuisement vu de l'extérieur. Elle s'auto-intoxique de l'intérieur, elle est en état de toxicité permanente, elle est en état de lutte permanente. Quand je parle de la voie intestinale, de la piste intestinale pour expliquer la fatigue chronique, et bien voilà cette première piste. L'épuisement à terme, puisque ce phénomène finalement de lutte contre les agents étrangers, tant que l'individu a encore un petit peu d'énergie, tant que l'individu a encore un petit peu de force, eh bien, il va pouvoir être possible, et au bout d'un moment, eh bien, ça va s'épuiser. Il ne va plus y avoir de réaction immunitaire possible, et donc à ce moment-là, eh bien, la congestion va augmenter de plus belle. On verra ça dans la troisième partie, certainement, quand on verra un petit peu tout le puzzle se mettre en place. Et donc, c'est un phénomène qui est très étrange et qui est surtout sournois parce qu'on ne le voit pas apparaître. C'est pas une personne qui objectivement aura des contraintes venues de l'extérieur. C'est pas une personne qui objectivement aura eu une vie extrêmement sollicitante sur le plan nerveux. Et on se dit, mais comment cette personne peut être en épuisement? Simplement parce que l'inflammation permanente de ses intestins, parce que le passage de produits anormaux depuis le milieu extérieur jusque dans le milieu intérieur via la paroi intestinale a conduit immanquablement à une sursollicitation du système immunitaire. C'est pas pour déflorer les parties suivantes, mais vous comprendrez bien que tant que le système immunitaire a encore un réservoir d'énergie nerveuse sur lequel s'appuyer, on va pouvoir arriver à éliminer ces produits. On gère tant bien que mal la situation, on gère tant bien que mal ce surafflux de produits toxiques, et puis il va y avoir un moment où le système immunitaire, eh bien, il n'a plus d'énergie nerveuse sur lequel s'appuyer. Pourquoi? Parce qu'on a puisé tous les stocks. Et à ce moment-là, la congestion va augmenter à une vitesse exceptionnelle. Ça va être exponentiel au niveau de la congestion. Alors, la fatigue surrénalienne, l'épuisement nerveux, la fatigue chronique, comme piste intestinale, comme simple résultante d'un état d'intoxication permanent lié à la porosité de la membrane intestinale, lié aux fuites de la membrane intestinale, c'est la première des causes, selon tout ce que j'ai vu au travers de ces années d'expérience, c'est la première des causes de fatigue chronique chez l'individu. Et comme je vous l'ai dit, très sournoise, parce qu'on ne comprend pas chez ces personnes comment il se fait qu'elles puissent être épuisées, alors que finalement, quand on regarde leur histoire de vie, elles n'ont jamais vraiment, non, elles se sont jamais vraiment fatiguées. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Voilà la piste. Alors dans les parties suivantes, nous allons voir la piste nerveuse directe. On va voir surtout comment tout cela s'articule et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut y répondre. Parce que c'est bien joli de faire des constatations, de comprendre, mais la compréhension n'a de sens que si après on peut passer à l'action. Il est important de comprendre le phénomène pour bien cibler l'action, pour aller vraiment à la cause des causes, mais ensuite il est temps de passer à l'action. On va s'y employer dans les vidéos suivantes. Belle journée et belle régénération à vous.